la place des croyances dans les processus décisionnels. Alors, je suis consultant en entreprise et les processus décisionnels, c'est quotidien. Je pense que même le milieu de l'entreprise est un des endroits où on a le plus étudié les processus de la décision. C'est un endroit où, d'ailleurs, on a bien travaillé, puisque on a même les processus qui sont très bien étudiés, avec des niveaux de décision, avec... il suffit de prendre Harvard Business Review, chaque mois vous avez des éléments qui vont vous apporter des informations de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, avec cet ensemble de processus, on arrive quand même à des choses remarquables qui s'appellent des décisions absurdes. Et d'ailleurs, la littérature, elle est documentée. Non, je ne l'ai pas marqué ici, mais il y a un auteur qui s'appelle Christian Morel qui, depuis le début des années 2000, sort un livre régulièrement qui s'appelle Décision absurde 1, c'était 2002. Décision absurde 2, c'était en 2012. En 2014, ça marchait tellement bien qu'il a réédité au livre de poche le 1 et le 2. Et en avril 2018, il a sorti Décision absurde, tome 3. Donc c'est vraiment la réalité, c'est ce qui nous préoccupe. Et à propos de décision, ce qui est intéressant, c'est notamment comment ça se passe. Je vais me dire un petit exercice, c'est un peu loin du micro, mais je vais proposer de vous proposer de prendre une décision pour tout le monde. Voilà, créer une pièce de monnaie ici. Ah d'accord. Et vous allez décider si je continue l'intervention ou si j'arrête. Alors ça va être très très simple. Je vais cacher la pièce de monnaie dans une de mes mains. Et si vous trouvez dans laquelle ça se trouve, je continue. Et si ce n'est pas, j'arrêterai. Comme on peut le voir, chaque fois qu'on prend une décision, il y a d'une part une responsabilité et d'autre part un enjeu. Alors, c'est lourd de conséquences. Selon vous, dans quelle main se trouve la pièce? Dans votre main gauche. En main gauche? Vous êtes sûr? J'apporte une réponse. Vous avez de la chance. Mais à ce stade, on peut se poser une question. Êtes-vous bien sûr d'avoir tous les éléments pour décider? En fait, c'est la réalité, c'est au quotidien. Sommes-nous sûrs d'avoir tous les éléments pour décider? Et notamment en entreprise. Alors, la difficulté, elle est là. Et la façon dont on va la gérer ou la voir fait que, notamment ces fameuses décisions absurdes, sont à l'origine d'études particulières. Et je suis tombé sur un travail qu'avait fait Lama Punso en 2014 ou 2015. Et il avait parlé ici à propos d'explications relatives à ce qui amène aux décisions absurdes, à erreurs cognitives destructrices ou dévastatrices. Alors c'est intéressant de voir quels sont ces mécanismes, ces fameuses erreurs cognitives dévastatrices. Je vais vous proposer 3 exemples de mon métier, et dans lesquels on s'aperçoit que c'est la littérature qui le montre. Mais l'aspect intéressant ici, c'est de voir que, on l'a vu, on l'a entendu, il y a vraiment beaucoup de recherches à propos de pourquoi, avec
des process bien analysés avec bon, un processus, on sait ce que c'est. Normalement, c'est la description d'étapes qui, lorsqu'elles sont menées correctement, nous assurent du résultat. Malgré cela, les résultats peuvent être absurdes. Et cette réalité, c'est au quotidien. Je prends un exemple simple. Une entreprise dans laquelle j'interviens, à un moment, doit décider de remplacer le responsable de production. Et puis, ils savent faire, c'est une multinationale, il y a des procédures et tout ça, et il est décidé de faire un recrutement en externe, c'est-à-dire faire appel à un cabinet spécialisé qui fait une étude sur le profil nécessaire, les attentes, enfin, vraiment très circonstancié, lance une recherche avec des chasseurs de tête, et on arrive 36 mois après, toujours pas de recrutement. Il y a eu des essais, mais il n'y a toujours pas de recrutement. Sauf que le résultat dans la situation s'aggrave, les performances ne sont plus là. Il y a une pression, notamment des investisseurs, de la direction générale. Il faut trouver une solution. Et là, la question change et on revient sur comment s'organiser pour faire en sorte que la production retrouve un bon niveau et continue à satisfaire nos clients. C'est intéressant parce qu'on est passé de la question à qui va remplacer le partant à comment s'organiser. La littérature nous dit ici que nous avons affaire à ce qu'on appelle une erreur cognitive dévastatrice de cadrage serré. Le cadrage serré, c'est le vocabulaire qu'on utilise dans notre documentation. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que face à une situation, on n'explore pas 1000 solutions, on prend celle qu'on a l'habitude d'utiliser. La situation nous montre ici, c'est pas adapté. Et bien sûr, une fois qu'on a accepté l'idée de revenir sur, il y a peut-être à l'interne des solutions. Objection, lorsque j'avais fait cette suggestion, l'objection c'était, s'il y avait des compétences ici, ça se saurait, par exemple. Ou bien, non, à ce poste-là, il faut du sang nouveau. Ou bien, du type, non, mais on a toujours fait comme ça. On voit que les référentiels dans lesquels que nous utilisons appartiennent à un domaine commun. Et un des premiers points qui apparaît ici, changeons la façon de poser la question, et déjà ça va nous ouvrir sur des solutions, notamment à propos de cette histoire du cadrage serré. Je vais prendre un deuxième exemple. Un deuxième exemple, il est toujours pareil, situation professionnelle. Nous sommes sur ce que nous on appelle supply chain dans du lean management, c'est-à-dire la succession des étapes pour organiser une production. Et qu'est-ce qui se passe ici? On a constaté que la performance d'une chaîne de fabrication chutait du fait de l'activité d'un acteur sur la chaîne. Ici, l'acteur, c'est un agent magasinier. Pas de problème au niveau du fonctionnement, le diagnostic est posé, on fait les procédures d'usage, 5 pourquoi, enfin bon, toute une procédure qui va avec. Et l'encadrement décide, ben, on change cet opérateur, on le renvoie et on le remet à la disposition des RH. Il arrive au niveau des RH, il n'y a pas de place pour eux, ce genre de personnage, parce que c'est un magasinier. Sauf que, déjà, nous savons que depuis les années 70, le stress intervient dans la compétence, ou le stress limite la compétence des personnes. Nous savons également que les compétences ne sont pas uniformes selon les personnes et que ce fameux lean management qui date des années 60, en 2010, il faut quand même le revoir, le réviser. Il y a d'autres éléments qui interviennent dans l'efficacité des personnes. Et à notre disposition, enfin à ma disposition, il existe des tests qui nous permettent d'identifier les types de personnalités. Alors, type de personnalité, ce n'est pas l'usage, mais ce n'est pas le lieu pour en parler.
Mais c'est une préoccupation qui date quand même depuis la Grèce ancienne, puisque déjà à cette époque-là, on avait les sanguins, les vileux, enfin, ou autres. En 1920, il y a déjà M. Jung qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les types de personnalité, un bouquin qui fait quand même 1000 pages, qui a donné l'origine à des tests, notamment peut-être parmi vous, vous avez entendu parler le MBTI, qui est un test le plus passé dans le monde pour déceler les caractères de personnes. Mais quand on dit le plus utilisé, c'est vraiment des millions par an. Et nous avons actuellement un test qui date des années 2012, validé psychométriquement, qui nous permettent toujours de retravailler sur ces types de personnalités. Et là, il se révèle que cet acteur-là avait besoin, pour exprimer ses compétences, de contact, de changement, enfin quelque chose de tout à fait différent du répétitif sur une chaîne. Et là, je propose au service RH, mais trouvons-lui une place comme ça. Coup de chance, dans des grandes maisons, ces profils existent. Et notamment, il cherchait un documentaliste pour écrire les documentations techniques. Un travail où on est en contact et ça marche bien. Il a suffi de juste faire passer un texte, voir quelles étaient les capacités de la personne, lui retrouver une place, et plutôt que de le virer après 20 ans d'expérience dans la maison, lui redonner une deuxième existence. Voici un deuxième point où, encore une fois, cadrage serré et fausse corrélation, qui est une deuxième erreur cognitive dévastatrice, nous permet de voir que si on élargit et si on ne fait pas confiance à ce qui paraît évident, on peut trouver des solutions. J'arrive sur mon troisième exemple qui est, dans mon job, il y a une constante, beaucoup de gens viennent parce que, ou sont envoyés parce qu'ils sont sous stress. Alors bien sûr, sous stress, ça veut dire ils ne sont pas compétents parce qu'ils sont sous stress. Nous savons maintenant que nous avons toute une panoplie qui va nous permettre de définir les types de personnalités. Mais le mieux, notamment à partir des derniers travaux, nous avons attaché des situations de stress au type de personnalité, et notamment à propos des situations de stress et des types de personnalité, les cheminements du stress. Et c'est là, vous allez vous demander pourquoi je vous parle de ça ici. Ben, tout simplement parce que dans le texte, c'est écrit comme ça. Les cheminements du stress sont directement liés à des croyances que nous construisons en fonction de notre caractère. Et la boucle est bouclée. Donc, professionnellement, dans notre cas, ben, nous avons 6 chemins vers le stress, donc 6 croyances qui nous amènent sur des situations de stress. Ce qui est intéressant ici, c'est que même avec ces éléments-là, nous arrivons, c'est pas même, c'est avec ces éléments-là, nous arrivons quand même sur des résultats intéressants. Je vais vous donner le troisième exemple, c'était le 5 octobre dernier. J'animais un séminaire de dynamisation d'équipe sur une équipe que je suis depuis quand même plusieurs années. Et à la fin de la journée, les membres, les participants découvrent leur type de personnalité. Et là, il y a une personne, alors je vais vous lire le texte parce que ça vaut la peine, qui nous dit, à la fin, il nous dit « Cette journée a mis fin à 6 ans de tourments. En 2012, j'ai été licencié d'une entreprise pour inaptitude au travail. Mon hiérarchique trouvait mon comportement tellement anormal qu'il avait demandé, avec le médecin du travail de l'entreprise, des scanners de mon cerveau, des analyses neurologiques, qui, elles, s'étaient avérées vraiment clean. Il n'y avait absolument rien. Sauf qu'ils ont réussi à convaincre les RH de mon inaptitude, donc j'ai été licencié. À la suite de ça, j'ai fait une dépression, ma femme m'a quitté. Et en 2016, avec l'aide de Pôle emploi et un coach, j'ai retrouvé le boulot ici. Et je découvre aujourd'hui, et c'est là où c'est quand même génial, je découvre aujourd'hui que mes symptômes sont liés à mon type de personnalité qui, sous stress, produisent le comportement qui a motivé mon licenciement. Et il ajoute, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors c'est intéressant parce qu'on est bien dans notre sujet, cette histoire de croyance et comment on se construit une croyance. Et on est bien aussi sur partage de l'information, c'est-à-dire comment arriver au cœur de l'entreprise, partager ces fameuses informations. Alors par rapport à ceci, ce qui à retenir, c'est surtout, lorsque nous sommes sur une prise de décision, pensons à tous ces mécanismes inconscients qui, si on n'est pas conscient de la prise de décision et de sa conséquence,
mais prendront la décision à notre place. Je vous remercie de votre attention.